Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Merci les copines. Je vous reçois régulièrement autour de ce rendez-vous pour pouvoir parler d'une entrepreneuse de la région de Cergy-Pontoise qui a participé à l'apéro entrepreneuse organisé tous les mois à Cergy-Pontoise justement, souvent dans des endroits sympas qui prêtent à la confidence et qui permettent de créer du réseau. Pour en savoir plus sur ces rendez-vous, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.mercilescopines.com. Vous aurez toutes les informations et j'espère vous y retrouver très rapidement. À bientôt. En attendant, bonne écoute. Bonjour Samantha. Bonjour Christy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast pour parler de ton parcours d'entrepreneuse. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Samantha, je suis la présidente de la société Samose, qui est un service d'impression numérique en ligne de tissus. Donc je permets à toute personne, particulier, professionnel, graphiste, créateur ou quelqu'un qui adore les loisirs créatifs, de créer son tissu personnalisé. Donc avec sa photo, son dessin, le dessin de son enfant ou un vrai motif, que ce soit après pour faire de la déco ou bien même ses vêtements, son foulard, son sac à main. Voilà. D'accord. Depuis combien de temps tu es dans l'aventure de l'entrepreneuriat ? Ça fait déjà 7 ans. 7 ans ? Oui. Comment ça a commencé ? Eh bien, ça a commencé... j'ai demandé une rupture conventionnelle en fait dans le travail que j'occupais précédemment et je me suis laissé du coup 1 an pour trouver la bonne idée pour créer ma société. Parce que je viens d'une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est toujours quelque chose qui m'a entourée et compte tenu de mes études et de mon caractère, c'était quelque chose qui m'avait toujours fait envie. Et donc le fait de pouvoir prendre quelques mois pour réfléchir à monter quelque chose, c'était une opportunité que j'ai voulu saisir et voilà. D'accord, donc c'était plutôt une évidence pour toi. Oui, plutôt, ouais. Dès le début de mes études en école de commerce, j'étais super intéressée par le cours de création d'entreprise, la gestion, les choses comme ça. T'as orienté un petit peu tes études par rapport à ça ? Oui et non, je voulais pas non plus m'enfermer trop au cas où je trouvais pas la bonne idée. Ouais. Donc j'ai fait école de commerce internationale, comme ça j'avais une vision globale de tous les postes qu'on pouvait occuper dans une entreprise. Au début, je me suis d'ailleurs plus orientée sur le marketing et la communication. Et puis c'est seulement après avoir fait mon expérience dans le salariat où j'arrivais pas trop à évoluer que je me suis dit qu'il était temps de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors tu travailles dans l'impression, c'est quand même assez technique. Oui. Comment on se lance dans l'impression ? Pourquoi l'impression ? Alors déjà, j'ai mon mari qui travaille dans l'impression, mais papier. Donc techniquement, c'est vrai qu'on est associés tous les deux sur Samose, entre autres. Techniquement, c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour le choix des machines, la technologie, le choix des encres, etc. Et moi, j'étais plus orientée tissu dans le sens déco. C'est-à-dire que depuis toujours, j'aime beaucoup le design, la déco, le graphisme, tout ce qui est visuel et couleurs. Et en fait, dans notre premier appartement, on cherchait des rideaux désespérément pour décorer l'appart et je trouvais rien qui me plaisait. Et mon mari, un jour, est revenu avec des rouleaux de papier, un peu comme des panneaux japonais, où il avait fait un photomontage dans les couleurs de notre salon. Et donc, on a accroché ces 4 panneaux à nos fenêtres. Et ça rendait super bien. Tous les gens qui venaient chez nous, ils trouvaient ça super sympa. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait quand même pas mal si on pouvait faire ça, mais avec du tissu. Donc j'ai commencé à creuser le sujet et on était aux prémices d'une technologie qui permettait, sans devenir un gros industriel textile avec 3-4 machines. Oui, parce qu'il y a ça, il y a la concurrence quand même. Ouais. Il y a les gros industriels qui proposent ces produits, par exemple sur Internet, à des coûts, des fois qui défient un petit peu toute concurrence. Oui, toute concurrence, voilà. Donc en fait, comment ça se passe pour rivaliser contre ces grosses entreprises ? En fait, nous, on n'a pas de vrais concurrents directs parce que ce qu'on propose, c'est pas du produit fini. C'est-à-dire que le client, il faut qu'il sache faire un petit peu de la couture derrière. D'accord. Donc je ne vais pas vendre des coussins avec juste une photo ou un mug ou des choses comme ça. Moi, je vends du tissu au mètre, mais sans minimum.
C'est-à-dire que même toi, demain, tu viens, tu veux juste faire un petit pochon pour ton fils ou ta fille, pour l'école, pour mettre les chaussons, par exemple, avec sa photo et son nom. Tu peux me commander juste 50 cm de tissu. Par contre, il faut que tu saches le transformer en pochon derrière. Donc moi, vraiment, ma différenciation, c'est que c'est de l'ultra-personnalisation, sans minimum de commande. Donc aussi bien un particulier qu'un professionnel, parce que le professionnel qui veut ne pas faire de stock, ne pas avancer l'argent, et ne faire imprimer que quand il est sûr d'avoir vendu sa marchandise, il peut venir chez moi. Ou il veut renouveler ses collections pour offrir des motifs un peu sympas 4 fois dans l'année, plutôt que de devoir faire une seule collection parce qu'il n'a pas les moyens, il va venir chez moi aussi. Donc du coup, on a très très peu de concurrence sur ce positionnement-là. Parce que vous avez aussi les petites séries donc vous touchez un peu plus de monde et les personnes ne sont pas forcément sûres d'imprimer en grande quantité. Exactement. D'accord. Et alors, l'entrepreneuriat pour toi, parce que le podcast c'est beaucoup sur l'entrepreneuriat, sur comment on se motive, d'où vient l'envie d'entreprendre. Toi, qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat? C'est l'autonomie déjà en premier, c'est clair que voilà, c'est moi qui décide de ce que je vais faire de ma journée et comment je vais gagner ma vie, quoi. Et ça, cette organisation, c'est plus ou moins évident. Non, pas tous les jours. Parce qu'on a des appétences plus pour des choses que pour d'autres. Et dans l'entrepreneuriat, d'autant plus quand on est seul, il faut faire aussi bien la compta que la com ou que du graphisme. Parce que là, ça fait 7 ans que tu as Samose. Au bout de 7 ans, je pense qu'on est quand même bien rodé au niveau de l'organisation de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu te dis maîtriser en tout cas? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu te sens qu'est-ce qui au début te posait problème et aujourd'hui tu es complètement à l'aise dessus? Le côté plus administratif, on va dire, quand est-ce que je dois déclarer ma TVA, la comptabilité. Au début, les premières années, je la faisais toute seule, avec seulement un expert comptable en fin d'année. Là, ça fait presque 2 ans que j'ai une comptable, mais qui vient juste une fois par mois. Parce que moi, tout est informatisé, c'est l'avantage, c'est que tout se passe en ligne, donc j'ai pas grand-chose à saisir moi-même. J'ai juste une comptable qui vient une fois par mois, et ça, je vois vraiment la différence. Du coup, de travailler avec elle déjà une fois par mois, je suis un peu plus rigoureuse sur l'organisation de mes papiers, et d'avoir une comptabilité qui est bien d'équerre par mois, en termes de gestion pour le mois suivant. C'est quand même quelque chose sur lequel j'ai progressé quand je vois mes premières années où je faisais tout toute seule. Dans tes premières années, justement, quand tu as tout fait toute seule, comment tu as fait pour te renseigner sur comment ça s'organise? Alors, tu es d'une famille d'entrepreneurs, donc ça doit être quand même un peu plus évident. Un peu plus. Après, c'était beaucoup Internet, beaucoup le site à l'époque des cadres, la PCE, ça a changé de nom maintenant, mais là-dessus, il y a quand même beaucoup d'infos. Et notamment, grâce à ce site-là, j'étais tombée sur une formation offerte par Pôle emploi, en partenariat avec un cabinet de consulting, et qui en fait était une mini couveuse où on était suivis pendant 6 mois pour valider notre projet. D'accord. Et on était entre guillemets éliminés à chaque... Le Koh-Lanta de l'entreprise. Un peu, c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'était par étapes en fait, par rapport à l'élaboration du business plan. Et à chaque étape, on passait devant un jury de professionnels. D'accord. Et il se mettait un peu à la place d'un financier. Et si dans l'étape où on était, on arrivait à les convaincre que notre projet était valide, on passait à l'étape suivante. Et si on n'arrivait pas à les convaincre pour telle ou telle raison, donc ils nous expliquaient évidemment pourquoi on ne passait pas à l'étape suivante, eh bien, on ne suivait plus la formation. Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement? C'était une formation offerte par Pôle emploi. Une formation offerte par Pôle emploi pour vraiment valider ton projet de création d'entreprise. Et comment tu as fait pour en arriver là? C'est-à-dire que tu as été à Pôle emploi En fait, grâce au site de la PCE, là, en ligne, il y avait une annonce, attention, je suis tombée sur la dernière session, après il ne faisait plus. Dernière session, il y avait une réunion d'information. Donc le mec présentait le concept, on pouvait aller le voir si on était intéressé, il nous faisait passer un mini entretien. On pouvait vraiment avoir un projet qui était à zéro, tu vois, juste avoir l'idée dans la tête. Et simplement, par rapport à notre personnalité et la manière dont déjà on présentait le projet, on était sélectionné pour
pour suivre cette formation. Donc on était une petite quinzaine. Et c'est une formation gratuite? Ouais. D'accord. Ouais. Donc ça t'a vachement aidé c'était très dur. Ouais. Très très dur, surtout de passer à l'oral là, devant tout le monde 3 ou 4 fois en 6 mois. Ah mais c'est un exercice quand même qui permet de prendre de l'assurance. Ouais, carrément. Et en plus, moi je suis arrivée au bout. On n'était que 4 au bout du chemin, tu vois, donc ça fait plaisir, quoi. Et au bout, justement, qu'est-ce qui se passe? Au bout, écoute, au bout, on a un business plan super solide. On a un réseau qui s'est fait avec des professionnels à qui on peut demander conseil. Et du coup, on est prêt pour démarrer dans la vraie vie, à savoir démarcher des banquiers ou des financiers ou des choses comme ça, quoi. Donc, ils nous ont aidés à nous structurer, même pour l'étude de marché, pour la compta. Enfin voilà, ils nous redonnaient des notions hyper concrètes. On apprenait à se pitcher, donc à se présenter en 2-3 minutes. Donc c'est quand même des éléments qui t'ont servi au départ pour pouvoir crédibiliser en fait ton projet. Ouais. Parce que moi, je suis quand même, j'ai un statut artisan. J'ai une machine d'impression dans mon atelier. C'est ça, surtout. Donc il fallait que je puisse l'acheter et convaincre le banquier, les banques, d'avoir un crédit bail. Ça a été difficile cette étape? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un seul banquier qui a accepté mon crédit bail, et c'était le banquier de mon père depuis 30 ans, mon père qui est chef d'entreprise. Donc je pense qu'il m'a un peu fait une fleur, quoi, en gros. D'accord. Et t'as dû démarcher combien de banques avant? Est-ce que t'as essayé de... J'en ai pas fait non plus des milliards, parce que de toute façon, le discours était le même. J'en ai fait quand même 5 ou 6. Et en fait, elles voulaient toutes que j'ai déjà 1 an d'existence avant de pouvoir me faire un crédit bail. Bah oui, c'est bien. De commencer 1 an sans machine. C'est ça. Voilà. J'ai pas trop compris la logique. D'accord. Voilà. Donc du coup, tu te lances avec le crédit de la banque pour pouvoir acheter une machine. Donc une machine, c'est dans ton domaine, ce sont des machines qui coûtent assez cher. Oui. Pouvoir commencer. Et comment ça se passe justement? Comment, après le démarrage de ton entreprise, tu t'en sors? Alors déjà, avant d'avoir la machine, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est que j'ai utilisé déjà les réseaux sociaux, notamment Viadeo et LinkedIn. Et j'ai fait un petit questionnaire étude de marché sur ce site-là. C'est-à-dire qu'en ciblant les groupes, les centres d'intérêt de graphistes, de designers, textiles, de petits créateurs, etc., parce que mon public est quand même assez éparpillé, en les ciblant à peu près sur Viadeo, j'ai fait passer un petit questionnaire d'étude de marché en disant que s'ils étaient intéressés, qu'ils me laissent leurs coordonnées et que, évidemment, je les préviendrais dès que ça commencerait et qu'ils auraient une offre découverte ou quelque chose comme ça. Et déjà, rien qu'en faisant ça, j'ai récolté 400 adresses de clients potentiels. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps? Ça date, hein, donc je sais pas, mais ça date. je dirais 6 mois. Oui, ouais. C'est plus trop. C'est plus trop. Non, ça marche plus trop. Non. Mais à l'époque, ça avait super bien marché. Mais ça fonctionne toujours un peu comme ça, puisque c'est le réseau qui fait que finalement, on arrive à démarrer plus ou moins facilement. Donc c'est aussi une étude de marché, c'est récolter des adresses de prospects. Donc là, la technique, elle est géniale. Mais justement, combien de temps ça prend? Parce que tu dis 400 adresses. 400 adresses, c'est quand même pas mal pour démarrer. Quelqu'un qui écoute comme ça le podcast et qui se dit, moi aussi, je voudrais bien faire ça. Voilà. Est-ce que ça demande vraiment du travail? Comment ça se passe? Le plus long travail, c'est vraiment de repérer dans quel groupe peuvent se situer tes clients potentiels. D'accord, donc c'est déjà ciblé au départ, le mieux possible, et ensuite... Après, tu prépares un questionnaire et un petit texte d'intro, et tu peux le diffuser sur plein de groupes en même temps. Donc c'est vraiment plus le travail de ciblage au tout départ qui va prendre le plus de temps. Après, il faut dépouiller le questionnaire, l'élaboration du questionnaire évidemment, parce que moi c'était quand même non seulement pour récupérer des prospects, mais quand même pour avoir une étude de marché, savoir quel était le meilleur tissu à proposer en premier, jusqu'à quel tarif je pouvais vendre, enfin voilà, il fallait quand même que j'ai des éléments. Donc ça c'est plus en fait en amont l'élaboration du questionnaire et de choisir la cible et où les trouver, qui était longue. Mais après les réponses et les résultats, c'est arrivé super rapidement. De toute façon, s'ils ne répondent pas
dans la semaine sur Internet. Après, c'est un peu perdu dans les limbes. Oui, c'est sûr. Donc, C'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat au masculin et l'entrepreneuriat au féminin? grande question. Oui. Alors là, on fait aucune transition. On Ouais, va essayer c'est de... ça. Je pense que oui, mais je pense que c'est aussi une question de caractère quand même. Donc, et ça dépend aussi du milieu dans lequel tu vas entreprendre. Là, par exemple, moi, j'étais quand même dans l'impression. L'impression textile, aujourd'hui, c'est des gros industriels plutôt, et ce sont plutôt des hommes. Et au tout départ, j'y connaissais pas grand-chose, et j'avais appelé des industriels du textile pour me renseigner sur leur milieu, et puis peut-être pour faire des partenariats ou des choses comme ça. Et ils me prenaient pas trop au sérieux. Après, est-ce que c'était parce que j'étais une femme? C'est le sentiment que j'ai eu, mais en fait, j'en sais rien du tout. Ouais, Peut-être parce que j'étais subjectif, jeune. Ouais. J'en sais rien. C'est plus un sentiment personnel. Je peux pas parler vraiment de faits avérés où ça aurait mieux marché si j'avais été un homme. Oui, on t'a pas dit non, femme. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, donc c'est toujours une impression. Ouais. Ouais. Donc pour toi, il y aurait pas vraiment de... Oui, non, je pense que sincèrement, moi, mon sentiment maintenant, c'est que c'est surtout dans la tête. C'est-à-dire que si je crois dans mon projet et que je veux réussir, que je sois une femme ou un homme, j'y vais et j'avance et voilà. Et après, c'est un sentiment, effectivement. De toute façon, on peut tomber sur un mec misogyne ou machin. Mais à mon avis, si on croit en soi, faut pas s'accrocher sur une image que l'autre peut avoir de toi. Moi, je fais très jeune, par exemple. Et ça, je sais que ça m'a porté préjudice, et dans le travail avant, quand j'étais salariée. J'aime bien, tu sais. Alors ça, le truc qui est très difficile à dire, parce que c'est hyper modeste. Moi, je fais très jeune. Non, non mais je suis jeune et jolie, et donc j'ai du mal dans ma vie. Non, mais je le mettais pas comme une qualité, je le mettais comme un défaut. Mais non, mais généralement, on a un peu de mal à dire ça. Moi, je suis... Voilà. Non, mais non, parce que moi, je fais plus jeune. Oui. Donc, oui. c'était un défaut, parce qu'on me prenait pour la stagiaire, la minette. Oui, non, mais oui, je comprends. Tu vois, oui, c'est comme quand tu as envie de rentrer en boîte et que tu parais 16 ans alors que tu en as 25. Bah voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Tu as envie d'avoir un peu plus l'image de quelqu'un de plus mûr. Exactement. Voilà. Non, mais oui, je comprends bien. Non, mais c'est juste la phrase en elle-même qui paraissait drôle comme ça. Mais bon. Et donc, on en était où déjà? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre être homme et femme? Moi, je te dis, je pense que c'est vraiment une question de caractère et après, effectivement, de ressenti. Moi, je l'ai déjà ressenti que sur certaines situations, ça aurait sans doute été différent si j'avais été un homme. Mais voilà, je peux pas l'affirmer complètement. D'accord. On s'est rencontrés justement à l'apéro entrepreneuse. Justement, s'il n'y a pas de différence entre l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat au masculin, pourquoi est-ce que tu participes à un apéro entrepreneuse? Donc avec des femmes, tu veux dire, c'est ça ou... Ouais. Oui. En quoi ce serait intéressant? En quoi c'est intéressant de participer à un apéro entrepreneuse? Parce que effectivement, le fait d'être toutes des femmes, on a quand même un point de vue ou des sentiments qui peuvent être plus proches qu'avec des hommes qui ne comprendraient pas forcément des problèmes que nous on peut rencontrer en tant que femme, qu'un homme peut-être n'a jamais rencontré ou serait moins à même de comprendre par rapport au quotidien, aux expériences, aux ressentis. D'accord, donc il n'y aurait pas plus de facilité pour les hommes que pour les femmes, mais ce serait un point de vue qui est différent, c'est ça? À mon sens, oui. C'est une histoire de plus de ressenti et de point de vue. D'accord. En échangeant justement avec les filles qui étaient présentes, est-ce que tu as l'impression justement d'avoir les mêmes... Parce que ça, on en a parlé un petit peu, toi tu te retrouves toujours entre deux situations. Ouais. Justement, tu as l'impression d'être dans quelle situation? Parce qu'on en a parlé, mais peut-être que ça peut intéresser... Oui, parce que donc moi, ma société, elle a 7 ans d'existence maintenant, mais pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'employés.
Et en même temps, je suis artisan, j'ai une machine, j'ai des charges fixes qui sont assez conséquentes par rapport à une personne qui va vendre du service et qui du coup va être plus auto-entrepreneur. Et du coup, moi, j'ai du mal à me retrouver à la fois dans des réunions où ce sont des chefs d'entreprise qui ont déjà 10, 15, 20 employés à gérer avec des problématiques différentes. Et je ne me retrouve pas non plus complètement dans le statut auto-entrepreneur ou des personnes qui peuvent travailler de chez elles, qui peuvent juste avoir besoin d'un ordinateur et vendre de l'intellect. Oui, donc tu te retrouves entre deux. Donc je suis un peu entre deux, voilà, ouais, c'est ça. Et justement, ta vision en étant entre deux, en participant à des rendez-vous de réseautage comme ça, comment tu le vois toi? Est-ce que tu as l'impression d'être quand même, de te reconnaître quand même? Oui, quand même. L'apéro entrepreneuse, c'était intéressant parce que les profils sont très différents, les expériences aussi sont très différentes, les projets. Donc je m'y retrouve quand même. Je me retrouverais moins dans des gros réseaux, tu sais, où il faut payer l'adhésion, des choses comme des vrais réseaux, genre Rotary, BNI, tout ça. En plus, alors non seulement par rapport à ma situation professionnelle, mais en plus par rapport à mes clients. C'est-à-dire que mes clients sont assez éparpillés et en même temps assez spécifiques. Donc je ne peux pas faire du réseautage juste de région ou grand public, ou tu vois. Donc là, à l'apéro entrepreneuse, je viens pas forcément pour trouver des clients, vraiment plus pour avoir un réseau d'entrepreneuses, pour pouvoir échanger sur des problématiques du quotidien de gestion d'entreprise. C'est vraiment plus pour ça que je viens aux apéros entrepreneuses. Au bout de 7 ans, comment on se sent dans son entreprise? En tout cas, chez Samos. Au bout de 7 ans, c'est quoi comment tu te sens? On se sent bien. Ouais. Mais j'ai envie de passer à la vitesse supérieure et de monter une petite équipe. Pas forcément de devenir une grosse machine avec 15 employés, mais j'aimerais bien avoir une petite équipe de 2-3 personnes. Non seulement pour le côté agréable de travailler en équipe, mais évidemment aussi pour augmenter un peu le chiffre d'affaires et faire grossir un petit peu la société. D'accord, donc ça c'est la suite. Oui, exactement. Là je viens d'investir dans une nouvelle machine. Nouvelle qualité, nouvelle techno, meilleur rendu. Donc voilà, on va avoir des nouveaux supports. Voilà, tout est en train de se lancer là depuis 2-3 mois. Et si on est intéressé, comment on fait pour te contacter? Samos.com, tout est en ligne. Tout est en ligne. Ouais, non mais c'est vrai que je peux aussi travailler toute seule parce que j'ai vraiment tout automatisé. Donc le site internet est assez complet. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail, évidemment, samantha@samos.com, ça marche aussi. Mais voilà. Très bien. Je te remercie d'avoir répondu aux questions. Merci Christy. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de Merci les copines. Je reviens très rapidement avec un nouveau parcours, une nouvelle entrepreneuse. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.mercilescopines.com, sur la page Facebook Merci les copines et sur Instagram. Les podcasts sont sur